Dans les sociétés occidentales aujourd'hui, l'individualisme semble roi. Or, une nouvelle tendance en psychologie souligne les bienfaits de l'altruisme, de ces liens qui nous font vivre et nous rendent profondément heureux. Rebecca Shankland, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes déjà venue à ce micro nous parler dans La vie est un art de gratitude et aujourd'hui avec le psychiatre très connu Christophe André, vous venez d'écrire chez Odile Jacob un ouvrage qui fait l'éloge de l'interdépendance. Alors qu'est-ce que déjà tout simplement l'interdépendance ? Alors effectivement, habituellement, on a tendance à penser plutôt à l'indépendance, à l'autonomie. On est dans une société qui valorise beaucoup l'indépendance et la quête d'autonomie dès le plus jeune âge. Et nous, on a cherché à prendre le contre-pied finalement de cette tendance pour se poser la question de, finalement, on est tous interdépendants, hein, c'est une évidence de la naissance jusqu'à la fin de notre vie, mais comment on peut faire de cette interdépendance quelque chose de constructif plutôt que d'avoir un sentiment de dépendance asservissant ou chercher à fuir cette forme d'interdépendance. Alors, interdépendance, c'est-à-dire une dépendance réciproque ? Exactement. Alors, c'est plutôt l'idée d'une relation qui est mutuellement bénéfique, c'est-à-dire que grâce aux autres, on est plus fort, on arrive mieux à faire face aux situations difficiles et inversement, lorsque nous-mêmes, on peut venir en aide à d'autres personnes, ça va avoir un effet positif sur nous, sur le sens de la vie, le sentiment d'utilité sociale. Donc, c'est vraiment cette idée, pas forcément de réciprocité, c'est pas toujours quelqu'un qui va m'aider, donc je lui rends l'appareil, hein, c'est plutôt l'idée que dans une forme d'interaction constructive, ça va être bénéfique pour les deux parties de manière différente. Alors, qu'est-ce qui a été le déclic pour écrire ce livre spécifiquement en 2020 ? Ah, bonne question. Alors, en fait, c'est à l'issue d'une série d'ateliers que nous avons menés, d'ateliers et de conférences autour du soutien à la parentalité, où on s'est rendu compte que finalement, les parents étaient de plus en plus isolés et avaient du mal à demander de l'aide. Donc, le point de départ, c'était vraiment autour de cette question, comment est-ce qu'on peut normaliser finalement cette interdépendance ? On a besoin des autres et quand on est parent, on le sait, on ne peut pas s'en sortir seul. Dans d'autres pays, on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et nous, on a en quelque sorte perdu ce village puisque les familles sont souvent éloignées, éclatées. Et donc, on se retrouve à considérer qu'on doit assumer seul cette tâche. Et en assumant seul, ça a un coût. Ça a un coût pour soi. Il y a un risque d'épuisement parental, d'épuisement au travail. Et ça a un coût pour l'entourage, donc à la fois pour le couple lui-même, puis pour l'enfant, puisque le burn-out parental, par exemple, multiplie par 10 le risque de négligence et de maltraitance envers l'enfant. Donc, c'est vraiment ça qui nous a alertés. On s'est dit comment on peut normaliser, changer les représentations de notre société en ce qui concerne cette relation d'interdépendance entre les humains, le besoin d'aider et d'être aidé. Alors, peut-être que ça fait un écho tout spécial, Rebecca Shankland, parce que vous-même, vous êtes mère de famille avec des enfants encore en bas âge. Tout à fait. Donc, nous, on a 5 enfants à la maison. On est famille recomposée. Et donc, on s'est retrouvés pas si loin, finalement, du burn-out. Et on s'est retrouvés dans ces situations où on se pose la question, mais est-ce qu'on demande de l'aide ? Et il y en a un qui dit non, on va pas, ça va être un poids pour les autres. Il faut qu'on assume. On a choisi d'avoir les enfants, maintenant on assume, etc. Donc, tout le discours qu'on peut entendre aussi chez d'autres parents. Et au final, on a fait ce choix de demander de l'aide à la fois à une association. Donc, à la naissance de la 5e, on a demandé de l'aide à une association d'aide à domicile. On a aussi créé un réseau de parents. En tant que parents, on se dit, mais on ne va pas demander de l'aide à d'autres parents, ils ont déjà assez à faire. Mais finalement, lorsque on reçoit, si on accueille un enfant de plus, par exemple le mercredi, nous, ça ne nous fait pas une grande différence. Et au contraire, c'est même bénéfique, puisque les enfants, quand ils jouent avec des copains, ils s'occupent mieux que quand ils sont seuls. Donc, nous, on peut prendre des enfants certains jours, et puis inversement, on peut confier les nôtres à d'autres familles à d'autres moments. Et donc ça, on se rend compte que ça permet vraiment un espace de respiration, de prendre un peu de recul quand on est parent, et ça évite de tomber dans cette phase d'épuisement. Alors, vous avez écrit ce livre avec Christophe André. Comment vous avez été interdépendants les uns des autres, Christophe et vous ? Oui, alors c'était effectivement un choix. On s'est dit, on ne peut pas écrire un livre sur ce thème sans mettre en évidence cette complémentarité, cette interdépendance positive entre nous. Donc, Christophe André, qui est vraiment un praticien très connu, comme vous l'avez rappelé, qui donc a accompagné des patients pendant des dizaines d'années, donc il a une connaissance très fine
de ce champ-là. Et moi, donc, je suis plutôt chercheur aujourd'hui. Et donc, j'ai effectivement lu tous les articles qui sont sortis sur cette question de l'interdépendance et de comment développer des relations constructives. Donc, on avait cette complémentarité de métier. Et puis aussi une complémentarité dans nos champs de recherche et d'action spécifiques. Donc Christophe est bien connu sur la dimension de la pleine conscience, qui est un aspect très important, une compétence, une attitude de vie qui va être très utile pour développer, cultiver des relations constructives. Et moi, je travaille beaucoup dans le champ de la psychologie positive. Et finalement, on s'est rencontrés sur ces deux champs. On collabore depuis 10 ans sur ces deux champs. Et la psychologie positive est aussi une manière de cultiver les relations, notamment à travers des émotions telles que la gratitude, mais aussi grâce à la capacité à réorienter l'attention vers ce qui se passe bien, vers les aspects positifs, satisfaisants du quotidien, et pas uniquement de s'arrêter à un aspect qui nous a dérangé chez l'autre ou une critique qu'il nous a fait et qui va prendre beaucoup d'ampleur dans la relation. Un homme, une femme, un psychiatre, une psychologue, différentes générations, c'est intéressant, non? Oui, complètement. Et effectivement, au fur et à mesure, on se rendait compte de cette complémentarité et ça nous a beaucoup apporté. Donc, on a souhaité mener à bien ce projet ensemble pour cette raison-là. Aussi au niveau de l'écriture, donc il y a certains aspects qui sont plus liés aux pratiques que Christophe a l'habitude de mener sur la pleine conscience. Donc vous en verrez différents extraits dans l'ouvrage, et puis d'autres aspects qui sont vraiment des descriptions plus précises de ce qu'on a pu montrer au niveau des recherches. Donc ça, c'est plus ma partie. On sait que Montesquieu parlait de l'homme comme un animal social. Est-ce qu'on peut dire que, en fait, l'altruisme ou l'interdépendance est inscrit dans nos gènes les plus profonds? Oui, exactement. C'est ce qu'on a mis en évidence aussi dans cet ouvrage. Alors, on le sait effectivement, puisque les personnes à l'époque de la préhistoire avaient peu de chances de survivre sans le groupe. Mais aujourd'hui, on a tendance à l'oublier, puisque chacun a son appartement, son travail, sa famille, etc. Donc, on a l'illusion finalement d'une forme d'indépendance. Donc, l'idée, c'était de remettre en évidence cette interdépendance de nature, on va dire, puisque à la naissance, on est forcément interdépendant ou dépendant dans un premier temps, mais c'est une relation qui va mener à beaucoup de réciprocité. Et on est en quelque sorte programmé pour cette relation. Si on n'a pas cette relation, et on pourra en reparler par la suite, l'enfant finalement se laisse dépérir, même si il peut avoir une réponse aux besoins physiologiques fondamentaux, ce n'est pas suffisant. Donc il y a vraiment cette nécessaire relation d'attachement pour favoriser un développement optimal. Ah, vous parlez de l'enfant, mais l'adulte aussi, parce que dans les tribus primitives ou encore aujourd'hui, dans certains pays du monde, un homme ou une femme qui est exclu de la tribu, c'est un arrêt de mort. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de recherches sur la question de l'exclusion sociale, qui est finalement la blessure ultime, on va dire, qui va générer à la fois des troubles de santé physique et des troubles de santé mentale. Le sentiment de solitude, parfois on est entouré de personnes, mais on a un sentiment de solitude malgré tout, donc ce qui peut arriver dans notre société. Ce sentiment de solitude prédit une augmentation des symptômes anxieux, dépressifs, du suicide et de la mortalité liée à des affections somatiques, donc des maladies. Du coup, effectivement, c'est vraiment il y a une très grande sensibilité chez l'humain à cette exclusion sociale. Vous écrivez que la souffrance psychique de l'exclusion est aussi forte qu'une souffrance physique. Exactement, ça active les mêmes réseaux neuronaux que la souffrance physique, ce qui indique que c'est vraiment un signal lancé par le cerveau, un signal de survie pour faire comprendre à l'humain qu'il ne peut pas vivre seul. La solitude, il y a des personnes qui choisissent d'être seules pour faire une retraite, etc. Donc là, c'est une solitude choisie, ce qui est très différent du sentiment d'exclusion sociale. Oui, on peut être entouré et se sentir seul aussi. Exactement, c'est ça.
Rebecca Shankland, ensemble, nous parlons de l'interdépendance. Vous faites l'éloge de l'interdépendance. Alors, très, très concrètement, vous qui êtes une chercheuse, quelles sont les études qui nous montrent vraiment que l'interdépendance, c'est source de santé physique, psychique, mentale? Effectivement, au niveau de la santé physique, par exemple, il y a une étude qui a été menée par l'école de santé publique de Harvard sur 7000 personnes âgées, donc bien après la retraite, une période où certaines personnes vont commencer à avoir peut-être des problèmes de santé. Ils ont constaté que les personnes qui étaient impliquées dans des associations de soutien à d'autres, donc qui avaient un réseau social plus large, étaient des personnes qui avaient 3 fois moins de risques de décéder dans cette période où il commence à y avoir des maladies plus graves. Donc ça a vraiment un effet protecteur sur la santé physique, notamment parce que le sentiment de lien social fait partie des besoins psychologiques fondamentaux. C'est ce qui va nous aider à sentir qu'on est suffisamment soutenu, qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter de notre quotidien. Et donc, ça donne aussi plus de sens à la vie. Donc ça, c'est la dimension qui va agir sur la dimension du bien-être durable, donc sur la santé mentale. Et puis, ce qu'on constate souvent au niveau des couples, par exemple, on peut avoir peur de cette notion de dépendance et de dépendance affective notamment, alors qu'en fait, ce que montrent les recherches, c'est que plus l'interdépendance est forte, c'est-à-dire le fait d'être soutenu par l'autre lorsqu'on est en situation de difficulté, plus ça va aider la personne à développer ses propres compétences en direction de ses propres buts. Donc, il n'y a pas une opposition finalement entre l'interdépendance et l'autonomie. On pourrait croire que ces deux notions qui paradoxalement ne vont pas ensemble, mais en fait, ce que montrent les recherches, c'est que ça va très bien ensemble. Plus cette interdépendance est forte, plus une personne peut s'autonomiser aussi par ailleurs dans ses propres projets. Et quand on partage, par exemple, je sais pas, un beau coucher de soleil ou un bon repas ou un bon film avec quelqu'un d'autre aussi, est-ce que ça n'a pas un effet multiplicateur aussi de la joie ? Exactement, ça a un effet démultiplicateur, les recherches le montraient, mais nous aussi, dans notre quotidien, on peut s'en rendre compte. Nous, par exemple, avec nos enfants, parfois dans le jardin, les enfants voient un écureuil ou un oiseau, ils sont tout contents et ils veulent nous le montrer. Et si nous, on se retourne pas au bon moment et c'est trop tard, ils sont tout déçus. C'est comme si ça leur enlevait la moitié de la joie. Donc, il y a vraiment cette idée que il y a un effet catalyseur des émotions positives en présence d'autrui. Alors, si on pousse votre raisonnement plus loin, est-ce à dire qu'il est bon aussi de pouvoir demander de l'aide ? Oui, exactement. Alors, même avant de demander de l'aide, la simple présence d'autrui face à une difficulté nous fait sentir qu'on est plus fort. Par exemple, dans une expérimentation, il avait été présenté à des participants une image d'une colline. On leur demandait d'évaluer la pente, la raideur de cette colline. Et ils étaient soit accompagnés d'un proche, soit seuls. Et en fait, ce que montre cette étude, c'est que lorsqu'on est accompagné d'un proche, on évalue cette pente comme étant moins raide, alors que quand on est seul, c'est comme si on portait en plus un sac à dos sur le dos. Donc, c'est un poids finalement, cette solitude pour les humains. Donc, il y a vraiment un effet aidant de la simple présence d'autrui, même par rapport à des situations comme la gestion de la douleur. Le simple fait d'avoir un proche qui nous touche la main va diminuer la sensation de douleur. Donc, alors, dans les accouchements, on connaît bien ça aussi. On sait que la présence du futur père est importante. Exactement. Alors, l'accouchement, ça se passe pas toujours comme on avait prévu, donc c'est pas toujours simple, mais en tout cas, le toucher a cet effet apaisant, que ce soit pour le jeune enfant, mais aussi entre adultes. Et ce qu'ont montré aussi les recherches, c'est que la présence d'autrui va nous aider à considérer les problèmes plutôt comme des défis que comme des menaces. Donc, lorsqu'on est en difficulté et qu'on vient en parler à quelqu'un, à un proche, ça nous aide pas seulement parce qu'on se dit « il va m'aider concrètement », mais parce qu'on se sent plus fort du simple fait d'être en présence d'autrui. Jusqu'à pouvoir demander de l'aide, alors. Oui, alors donc ça, c'est l'étape d'après qui semble très compliquée. C'est une des raisons qui a fait qu'on a choisi d'écrire ce livre avec Christophe André, parce qu'en fait, on a mené une petite enquête auprès de jeunes et de manière unanime, ils nous ont dit que c'était plus facile de donner de l'aide que d'en recevoir. Et donc, c'est ce qu'on a observé aussi chez les parents, cette difficulté à oser demander de l'aide, à la fois parce que il y a peut-être une forme de fierté dans cette société qui valorise beaucoup l'autonomie, l'indépendance. Demander de l'aide, c'est en quelque sorte
montrer un signe de faiblesse, voire d'immaturité, parce qu'on serait dépendant des autres. Donc, il y a une fierté personnelle qui fait qu'on n'ose pas trop y aller. Et puis, la peur aussi d'être un poids pour les autres, d'être mal considéré par les autres, la peur du jugement. Donc, il y a beaucoup de freins finalement à demander de l'aide, alors qu'en fait, offrir cette possibilité à quelqu'un de nous aider, c'est aussi une opportunité importante pour l'autre, puisque beaucoup de recherches, nous on a mené des recherches sur l'altruisme, les recherches montrent qu'il y a un effet très positif pour le bienfaiteur. Donc, finalement, oser demander de l'aide, ça pourrait aussi être en quelque sorte rendre service à l'autre, puisqu'on lui donne cette opportunité qui n'est pas toujours facile, parce que inversement, dans le champ du travail social, par exemple, on peut être amené à vouloir aider des personnes, et notamment dans le cadre de son métier ou dans le cadre du bénévolat, alors qu'il n'y a pas de demande en face. Et là, cette aide n'est pas toujours adaptée. Donc, on devrait, en tout cas, l'idée de cet ouvrage, c'est de faciliter la demande d'aide, de soutien, lorsque c'est opportun, donc l'expression d'un besoin momentané, et pour pouvoir mettre en relation des personnes qui souhaitent aider et des personnes qui ont besoin d'être aidées. Est-ce que c'est ce que vous appelez la vulnérabilité positive ? Oui, alors la vulnérabilité positive, c'est aussi cette capacité à dire qu'on n'est pas tout puissant, on n'est pas parfait, on n'est pas des parents qui arrivent à tout gérer. Donc, c'est accepter cette part de vulnérabilité et la dire, parce que on tend la main pour en recevoir une en retour. Et donc, le fait d'être capable de faire ça, c'est rendre service à tout le monde, rendre service à celui qui a besoin d'aide, mais aussi à ceux qui souhaitent aider. Alors, vous écrivez aussi, il faut le faire de la bonne manière, avec la bonne personne, au bon moment, pour une bonne raison. Oui, donc ça, c'est sur la partie donner de l'aide, parce que donc offrir une aide adaptée, ajustée à la situation, ça implique vraiment une prise en compte de l'autre. On peut pas simplement plaquer son aide sur d'autres, parce que ça peut générer justement un sentiment d'infériorité, un sentiment de dépendance, qui est une menace finalement pour les personnes. Donc parfois des bénévoles disent je comprends pas, moi je suis là pour les aider, ils veulent pas, ils me remercient pas. Enfin, donc il y a une incompréhension, mais c'est lorsque l'aide n'est pas ajustée à la situation et à la personne. Donc lorsqu'on est dans des métiers de relations d'aide ou lorsqu'on est dans des associations, c'est très important de se poser la question du pouvoir d'agir de l'autre. Comment est-ce qu'on peut offrir une aide sans limiter le pouvoir d'agir ou le sentiment de compétence de l'autre, le sentiment sans agir négativement sur le sentiment d'infériorité. Donc c'est vraiment une réflexion qu'on a menée dans le cadre de cet ouvrage. C'est deux libertés l'une face à l'autre. Exactement. Lorsque nous, on est en mesure d'aider autrui, ça nous donne un sentiment de compétence, de maîtrise de notre vie, etc. Donc, qui génère justement des émotions positives et des effets sur la santé mentale. Mais on ne peut pas le faire au détriment de l'autre, de la liberté de l'autre. Donc, ça nécessite un ajustement régulier. Alors, vous écrivez aussi que cette interdépendance a un effet de cascade. Oui, parce qu'en fait, lorsqu'on est présent dans cette relation constructive, progressivement, ça va permettre de faire émerger le meilleur de chacun. Et le meilleur de chacun se répercute pas seulement dans cette relation duel, mais dans l'entourage. On le voit notamment avec les travaux sur la gratitude. Le fait de recevoir de l'aide peut générer en nous une émotion de gratitude. Et cette émotion-là a un effet en cascade, c'est-à-dire que ça va nous encourager, ça va nous donner envie de partager cette joie avec d'autres, de partager cette chance avec d'autres, et donc de soutenir, de coopérer des personnes qui ne sont pas impliquées dans cette première interaction. Donc il y a vraiment cet effet en cascade des émotions positives telles que la gratitude qui nous pousse à aller vers de nouvelles personnes et à les soutenir. Donc, la première étape, c'est déjà la conscience de cette interdépendance ? Exactement, la conscience et je dirais la conscience joyeuse, parce qu'en fait, tout le monde est conscient d'être interdépendant, mais soit on peut choisir de lutter contre, et c'est le cas de beaucoup de personnes, où on essaye de ne pas dépendre des autres, de jamais demander de l'aide, de tout assumer, et donc là, on a plus de risques de développer un burn-out. Soit on peut se dire, mais c'est une chance, parce que justement, la relation a un effet tellement bénéfique sur la santé physique, sur la santé mentale, a un effet qui potentialise la joie, etc. Donc, on a tout intérêt à être interdépendant et à en profiter.
au sens positif du terme, à profiter de l'instant présent dans ces moments d'interaction constructive. Et donc, si on fait ce choix-là, alors on est vraiment en train de cultiver des relations d'interdépendance positive plutôt que de lutter contre une crainte par rapport à la dépendance. Ça s'apprend très jeune alors? Oui, exactement. Alors, on n'a pas complètement cette culture en France, contrairement au Québec, par exemple, où dès l'école maternelle, beaucoup d'attention est portée à des projets collectifs, des décisions collectives, la résolution de problèmes en collectif. Il y a vraiment ce travail sur la notion d'interdépendance positive où chacun est identifié comme ayant des compétences différentes et complémentaires. On n'essaye pas de tout développer chez tout le monde, on n'essaye pas de générer de la compétition entre les individus pour les motiver à se développer de manière individuelle et indépendante. Donc, nous, on a tout intérêt à aller aussi dans cette direction au niveau de l'éducation en France, même si c'est encore peu valorisé. Par exemple, il y a une enquête qui a été faite auprès d'enseignants en France il y a 3-4 ans, qui a montré que lorsqu'on identifie des élèves comme étant coopératifs, c'est plutôt mal perçu par les enseignants, c'est-à-dire qu'ils vont se dire que ces élèves-là sont moins bien partis dans la vie, qu'ils ont moins de chances de s'en sortir au niveau de la réussite scolaire et professionnelle. Donc, il y a une représentation assez négative finalement de l'interdépendance, alors que c'est vraiment un levier d'apprentissage. Par exemple, les premiers travaux qui ont utilisé le terme d'interdépendance positive, c'est vraiment en pédagogie, où ils ont mis en évidence que soit lorsqu'on propose une interdépendance de moyens, c'est-à-dire il y a des compétences complémentaires ou du matériel complémentaire au service d'un projet commun, soit quand il y a un but interdépendant, on a une même note, un même dossier à rendre, ces conditions-là favorisent davantage l'apprentissage que la compétition. Un grand merci, Rebecca Shanklang. Rendez-vous la fois prochaine pour parler précisément de l'interdépendance chez les enfants.